13 mai 1998. Un matin glacial suit une violente tempête sur un sommet de l'Himalaya. Une équipe d'alpinistes italiens s'est dirigée vers le camp, d'eux ne s'attendant à rien d'autre qu'au silence après 2 jours d'appels radio infructueux. Mais lorsqu'ils ont atteint une tente recouverte de neige, quelque chose leur a semblé étrange. Le tissu n'était pas déchiré, le camp n'était pas détruit. Tout semblait intact, trop intact. Ils ont ouvert la tente. À l'intérieur, une femme gisait au sol, la nuque brisée. Son partenaire Sherpa reposait à côté d'elle, semblant dormir, sans aucune blessure apparente. Aucun signe de lutte, aucun effondrement, aucun chaos. Juste une nuque brisée dans une tente qui aurait dû la protéger. Et au moment où son nom a été prononcé, la montagne n'était plus silencieuse. Elle était pleine de questions auxquelles personne ne pouvait répondre. Ceci est l'histoire de Chantal Mauduit, une veuve noire de l'alpinisme. Bienvenue dans l'extrême, dans le monde rude de l'alpinisme en haute altitude. Dans les années 1990, Chantal Mauduit était la seule alpiniste à se distinguer des autres. Avec ses collants colorés, ses tentes fleuries et sa mascotte, une oise en peluche, elle semblait plus une célébrité qu'une alpiniste risquant sa vie sur les montagnes les plus dangereuses. À un peu plus de 30 ans, elle avait déjà gravi 6 des sommets les plus dangereux sans oxygène supplémentaire. Cette alpiniste française, résolument féminine, était une bouffée d'air frais dans un sport dominé par des hommes endurcis. Des magazines comme Outside la saluaient comme un nouveau visage marquant et célébraient son style audacieux. Mais la célébrité a aussi apporté des controverses. Derrière les couleurs vives et les magazines, se cachait une femme à la vie bien plus étrange et compliquée qu'on ne l'aurait cru. Elle avait un sombre surnom qui la suivait partout, la Veuve Noire. Pour comprendre d'où venait ce surnom, il faut remonter jusqu'en 1992. Chantal tentait de devenir seulement la 4e femme de l'histoire à atteindre le sommet de ce qui est largement considéré comme la montagne la plus dangereuse au monde, le K2. Et le 3 août 1992, Chantal y est parvenue. Elle a atteint le sommet du K2 sans oxygène en bouteille, un exploit en soi. Comme on peut s'y attendre, c'était une excellente nouvelle pour elle. Elle a même célébré son triomphe en plantant son piolet au sommet. Mais alors qu'elle descendait, la situation a tourné au sombre. À plus de 8000 mètres d'altitude, la vue de Chantal a commencé à se troubler. La forte lumière du soleil, reflétée par la glace et la neige, avait tant brûlé les yeux de Chantal qu'elle devenait vite aveugle des neiges. En quelques minutes, tout son univers s'est transformé en une brume blanche et grise jusqu'à ce qu'elle ne voie presque plus rien. Maintenant, perchée sur l'une des montagnes les plus dangereuses du monde, Chantal était piégée, incapable de redescendre sans risque et à peine capable de bouger sans danger de chute mortelle. Juste en dessous d'elle se trouvaient 2 alpinistes américains, Ed Wisters et Scott Fischer. Ils approchèrent du sommet, prêts à entrer dans l'histoire. Ils étaient forts, expérimentés et déterminés, avançant prudemment sur la pente traîtresse pas à pas. Soudain, ils ont remarqué une silhouette solitaire au-dessus d'eux, trébuchant maladroitement et s'accrochant à peine. Confus et inquiets, ils se sont rapidement approchés. En quelques instants, leur cœur s'est serré. Il était évident que cet alpiniste était en grave difficulté. Ed et Scott étaient confrontés à une décision qui allait changer leur vie. Continuer et réaliser leur propre rêve d'atteindre le sommet du K2 ou risquer leur vie en essayant de sauver un inconnu qui semblait à peine vivant. Ils ont abandonné leur ascension sans hésiter et se sont précipités vers l'alpiniste en difficulté. Quand ils l'ont retrouvé, ils ont vu que Chantal tremblait, était désorientée et presque aveugle. Prudemment, les 2 alpinistes l'ont prise par les bras et l'ont guidée vers le bas de la montagne, risquant tout à chaque pas. Un faux pas les ferait plonger tous 3 vers une mort certaine à des milliers de mètres. L'effort était épuisant, lent et terrifiant. Après des heures à descendre lentement les pentes glacées, ils ont enfin atteint la sécurité. Au moment où ils ont atteint le camp de base, Wisters et Fischer étaient complètement épuisés. Ils se sont effondrés immédiatement dans leur tente. Ils avaient sauvé la vie de Chantal, mais ce faisant, ils avaient sacrifié leur propre chance de gravir le K2. Incroyable, n'est-ce pas ? Mais lorsqu'elle a finalement atteint le camp de base, après avoir été secourue, Chantal a fait quelque chose qui a choqué tous ceux qui en ont été témoins. Cette nuit-là, alors que Wisters et Fischer se reposaient, les sons de la fête flottaient autour du camp extérieur. Chantal riait et discutait avec d'autres alpinistes, parlant de son ascension réussie. Les 2 hommes, ayant tout risqué, étaient assis en silence, épuisés et oubliés, attendant que Chantal vienne les remercier ou les reconnaître. Elle n'est jamais venue,
Petit détour dans ce train du chaos. Rejoignez la communauté extrême pour accéder à des vidéos exclusives, du contenu en avant-première et participer à nos sondages. Rejoignez-nous sur Patreon, on se retrouve là-bas. Maintenant, Chantal fêtait avec les Russes. Nous entendions leurs acclamations tandis que nous restions silencieux sous nos tentes. Scott et moi n'avions pas été invités à la fête, a écrit Ed Wisters dans son livre Pas de raccourci vers le sommet. Elle ne les a pas remerciés en public ni fait de déclaration sur le sauvetage ensuite. L'histoire de son silence s'est rapidement répandue. Dans la communauté soudée des alpinistes, cela n'est pas passé inaperçu. Et dans les mois qui ont suivi, les grimpeurs ont commencé à chuchoter dans son dos. Ils doutèrent de son caractère, pas de ses compétences. Comment quelqu'un d'aussi expérimenté que Chantal pouvait-il montrer si peu de gratitude envers les personnes qui avaient risqué leur vie pour sauver la sienne ? Après cet incident, des rumeurs l'ont surnommée la Veuve Noire, une alpiniste profitant des autres pour sa sécurité avant de les abandonner. Hélas, ce n'était que le début d'un schéma qui poursuivrait Chantal toute sa carrière. 1 an après avoir escaladé le K2, Chantal a connu une situation difficile. Elle voulait poursuivre sa carrière d'alpiniste, mais un problème subsistait, l'argent. Le coût des permis pour les expéditions himalayennes avait fortement augmenté. En 1993, le permis d'ascension du Shishapangma coûtait environ $3 000. Cela peut ne pas sembler beaucoup aujourd'hui, mais ajusté à l'inflation, cela représente plus de $6 600 actuels, et ce n'est que pour le permis. Et même si elle était techniquement une alpiniste professionnelle, Chantal ne gagnait presque rien. À l'époque, elle vivait de son emploi à temps partiel dans un magasin d'escalade en France et de sponsors occasionnels. On ne parle pas de grosses sommes. Ses revenus couvraient à peine ses besoins de base, sans parler du coût des expéditions dans l'Himalaya. Souviens-toi, rien que le permis pour le Shishapangma coûtait environ $3 000 à l'époque. Ajoute l'équipement, les vols, la nourriture et le soutien, et tu arrives facilement à $15 000 ou $20 000, soit le prix d'une voiture neuve. Tout ça juste pour une ascension. C'était complètement hors de portée pour quelqu'un comme Chantal qui était plus connu que bien payé. Alors, quand elle n'a pas pu se permettre le permis, elle n'a pas annulé l'ascension, elle y est simplement allée quand même. Avec à peine assez de provisions pour survivre, Chantal a secrètement traversé le Tibet et a visé non pas un, mais 2 sommets de 8000 mètres, Shishapangma et Cho-Oyu. Bien qu'elle n'ait eu ni permis ni reconnaissance officielle, elle braconnait en quelque sorte des sommets. Et c'était une infraction grave. Si elle avait été prise, elle aurait pu être arrêtée et bannie à vie de l'alpinisme dans la région. Ce qui rendait cela plus scandaleux, c'est que Chantal comptait atteindre les 2 sommets successivement en un temps record. Le plus fou, c'est qu'elle y est vraiment arrivée. Avec seulement un petit sac à dos de provisions et sans aucune assistance, Chantal a grimpé rapidement et discrètement, sans laisser de traces derrière elle. Elle s'est glissée sans être remarquée sur le Shishapangma, atteignant son sommet de 26 335 pieds en un temps record. Au lieu de redescendre discrètement avant d'être prise, Chantal est repartie vers le Cho-Oyu, décidée à conquérir un second sommet illégal. En quelques jours, elle avait également atteint le sommet du Cho-Oyu, se tenant complètement seule au sommet de cette montagne de 26 906 pieds, respirant difficilement dans l'air mince et glacial. Quand son ascension non autorisée a été révélée, la réaction des alpinistes fut mitigée. Certains étaient impressionnés par son audace et sa détermination, d'autres l'étaient de moins. Pour eux, ses actions manquèrent de respect aux montagnes et au pays qui les protégeait. Et une fois de plus, le surnom de Veuve Noire a commencé à revenir dans les conversations. Des rumeurs disaient que Chantal ne respectait pas les règles et ferait tout pour réussir, même si d'autres en souffraient. En 1995, 2 ans plus tard, Chantal était sur le mont Everest. Cette fois, il visait à atteindre le sommet sans oxygène supplémentaire. C'était sa 4e tentative d'atteindre le plus haut sommet du monde. Ses précédentes tentatives ayant échoué, cette fois, elle était déterminée à atteindre le sommet. Mais cette ascension de l'Everest allait devenir l'un des événements les plus controversés de sa carrière. Le 10 mai 1995, Chantal se trouvait sur le sommet sud de l'Everest, à 8800 mètres juste en dessous du véritable sommet, lorsque son corps s'est soudainement arrêté. Souvenez-vous, elle grimpait sans oxygène dans une zone où l'air contenait bien moins d'oxygène que ce à quoi son corps était habitué. Sans oxygène supplémentaire, ses poumons étaient privés d'air et son esprit est devenu dangereusement confus.
Elle s'est effondrée sur la pente glacée, presque inconsciente et incapable de bouger. Les alpinistes, l'ayant vue allongée, ont compris aussitôt qu'elle était proche de la mort. L'un de ces alpinistes était Ed Wisters, le même homme qui avait sauvé la vie de Chantal 3 ans plus tôt sur le quai d'Eus. Lorsqu'il a aperçu son corps effondré à plus de 8500 mètres d'altitude, il a été stupéfait. Une fois de plus, Chantal était piégée en haut d'une montagne mortelle et une fois de plus, d'autres devaient risquer leur vie pour sauver la sienne. Que feriez-vous à la place d'Ed ? Voici une alpiniste qui ne vous a jamais remercié d'avoir risqué votre vie pour sauver la sienne il y a 3 ans et qui a célébré son sommet. Assis, épuisé dans votre tente, vous aviez abandonné vos rêves pour elle. Risqueriez-vous encore votre vie pour quelqu'un d'aussi ingrat ? Ou verriez-vous cela comme du karma et poursuivriez-vous votre ascension ? Eh bien, sans perdre de temps, Ed et quelques autres se sont immédiatement mis en action. Affrontant des vents violents et un air raréfié, ils ont trouvé Chantal totalement inconsciente. Ils ont tout tenté pour la ranimer et miraculeusement ont réussi à lui faire reprendre respiration. Ils l'ont ensuite descendue prudemment des pentes mortelles de l'Everest jusqu'à un lieu sûr, pour la seconde fois. Ed Wister s'est retrouvé à guider prudemment une Chantal Mauduit à peine vivante sur l'une des montagnes les plus dangereuses du monde, risquant sa propre vie à chaque pas. Lorsqu'ils ont enfin atteint un endroit sûr, certains alpinistes ont commencé à remettre en question les décisions de Chantal. Pourquoi a-t-elle mis sa vie et celle des autres en danger à plusieurs reprises dans ces situations ? Était-ce juste de la malchance ou comptait-elle intégrer les secours à sa stratégie ? Même après avoir failli mourir une seconde fois, Chantal a refusé de ralentir ou de changer ses habitudes. Elle a continué à grimper, à rechercher les montagnes les plus dangereuses et à susciter la controverse partout où elle allait. Et au printemps 1996, à peine 1 an après avoir frôlé la catastrophe sur l'Everest, Chantal s'est retrouvée au cœur d'une nouvelle tempête. En mai 1996, Chantal était retournée dans l'Himalaya pour gravir le Lhotse, la 4e plus haute montagne du monde. Comme on pouvait s'y attendre, Chantal prévoyait d'atteindre le sommet de 8516 mètres, entièrement seule, sans Sherpa, sans coéquipier et encore une fois, sans oxygène supplémentaire. Si elle réussissait, Chantal serait la première femme à atteindre seule le sommet du Lhotse sans oxygène. Ce serait un exploit record qui ferait taire ses détracteurs une bonne fois pour toutes. Et le 10 mai 1996, Chantal a annoncé qu'elle l'avait fait. Elle a affirmé s'être tenue seule au sommet du Lhotse et avoir accompli ce qu'aucune autre femme n'avait jamais réussi. Cela aurait dû être son plus grand moment, le triomphe qui effaçait tous les doutes sur ses compétences d'alpiniste. Mais presque immédiatement, les gens ont commencé à poser des questions. Au retour de Chantal au camp de base, ses compagnons alpinistes ont vite noté des éléments étranges dans son récit. Personne ne l'avait réellement vue atteindre le sommet et elle n'avait pris aucune photo au sommet, ce que les alpinistes faisaient presque toujours comme preuve. Un autre problème, Ed Wisters, l'alpiniste qui l'avait sauvé 2 fois, était aussi sur le Lhotse en même temps. Il grimpait derrière elle et a affirmé plus tard que, de son point de vue, Chantal n'était jamais arrivée au sommet. Dans son rapport à Elizabeth Hawley, la légendaire chroniqueuse de l'Himalaya, Ed a affirmé qu'il avait observé Chantal d'en bas alors qu'elle gravissait un couloir raide juste sous le sommet. Mais au lieu de continuer jusqu'au sommet, elle se serait apparemment retournée et serait redescendue sans jamais atteindre l'arête sommitale. Dans ses propos à Hawley, il était clair qu'elle n'avait pas atteint le sommet. Il est inhabituel qu'elle fasse demi-tour. Ed lui-même a eu 2 incidents avec elle où elle a failli mourir. Qui sait s'il y en a eu d'autres? Le rapport d'Ed a aussitôt suscité confusion et soupçon. Chantal a-t-elle vraiment menti sur son ascension? Ou bien Ed s'est-il trompé, peut-être aveuglé par l'amertume ou un préjugé contre elle? Rien n'était certain, mais Chantal a affirmé avoir atteint le sommet. Elle a maintenu sa version et, faute de preuves qu'elle n'avait pas atteint le sommet, Elizabeth Hawley a inscrit l'ascension comme réussie dans ses archives. Cela signifiait que Chantal était officiellement reconnue comme la première femme à avoir atteint le sommet du Lhotse sans oxygène supplémentaire. À ce stade, Chantal était devenue l'une des figures les plus admirées et controversées de l'histoire de l'alpinisme. Mais rien n'aurait pu préparer le monde de l'alpinisme au prochain chapitre qui allait bientôt se dérouler. Chantal s'apprêtait à repartir une dernière fois dans l'Himalaya, ce qui deviendrait ensuite l'un des plus étranges mystères de l'alpinisme. Début 1998, Chantal se préparait pour sa prochaine grande réussite.
Après avoir atteint le sommet de 6 pics, de 26 000 pieds, Chantal se rapprochait rapidement de son objectif ultime, devenir la première femme à gravir les 14 plus hautes montagnes du monde. Son prochain objectif était le Dhaulagiri, le 7e plus haut sommet du monde. À ce stade, le surnom de Veuve Noire s'était déjà connu dans la communauté des alpinistes. On sous-entendait que Chantal se servait des hommes pour obtenir aide ou sécurité en montagne, puis les laissait. Mais malgré toutes les controverses, Chantal restait aussi enjouée que toujours. En avril 1998, Chantal est arrivée au camp de base du Dhaulagiri avec son Sherpa, Ang Chi-ring. Contrairement à de nombreux alpinistes qui travaillaient avec différents Sherpas lors de différentes expéditions, Chantal avait formé un partenariat solide avec Ang Chi-ring. Ayant participé à plusieurs ascensions avec elle, il faisait confiance à son jugement, au camp de base. Chantal Malui n'avait rien à voir avec le surnom inquiétant qui la suivait. Elle était enjouée, pleine de rire et possédait une chaleur presque enfantine qui attirait les gens. Sa tante était célèbre pour ses décorations aux couleurs vives et sa peluche d'oie n'était jamais loin d'elle. Elle préparait des repas pour ses compagnons alpinistes, partageait des friandises de France et saluait d'une bise sur chaque joue comme si elle organisait un dîner plutôt qu'une ascension risquée. Les Sherpas la décrivaient souvent comme généreuse, respectueuse et joyeuse, quelqu'un qui rayonnait d'optimisme même lorsque le temps devenait brutal ou qu'une expédition tournait mal. Il y avait aussi sur la montagne cette saison-là un visage familier, Ed Wisters. Oui, le même Ed, l'alpiniste américain qui avait sauvé Chantal à 2 reprises et qui avait remis en question sa revendication du sommet de l'Atsé. Leurs chemins s'étaient croisés à plusieurs reprises au fil des années, créant un lien étrange entre 2 alpinistes très différents. Par hasard ou destin, Ed allait encore assister à un moment clé de l'histoire de Chantal. Alors qu'avril laissait place à mai, la météo sur le Dhaulagiri devenait de plus en plus imprévisible. Des tempêtes soudaines balayaient la montagne, déposant des mètres de neige fraîche avant de disparaître tout aussi rapidement. C'est pendant l'une de ces brèves fenêtres météo, le 11 mai, que Chantal et Ang Chi-ring ont tenté leur chance, établissant leur camp à environ 21 000 pieds. Leur plan était simple, attendre au camp la prochaine fenêtre météo favorable, puis tenter l'ascension jusqu'au sommet. Ils ont informé le camp de base par radio, avoir monté leur tente et attendre une amélioration des conditions. Leur voix paraissait forte et confiante. Nul n'aurait su que c'était la dernière fois qu'on entendrait parler d'eux. Cette nuit-là, une autre tempête est arrivée et elle était bien plus forte que prévu. De fortes chutes de neige et des vents violents ont frappé le sommet du Dhaulagiri pendant des heures. Au matin, sans réponse du camp 2 à la radio, les alpinistes du camp de base se sont inquiétés sans être tout de suite alarmés. Les batteries de radio peuvent se vider et les alpinistes dorment parfois plus après une nuit de tempête. Mais au fil des heures, sans contact, l'inquiétude est devenue angoisse. Le lendemain matin, le 13 mai, sans aucune nouvelle de Chantal et Ang Chi-ring, un plan de sauvetage a été mis en place. Une équipe d'alpinistes italiens acclimatés s'est portée volontaire pour monter voir ce qui se passait. Et donc, ce matin glacial de mai 1998, les alpinistes italiens sont partis dans l'air raréfié et le froid mordant en direction du camp. En montant le Dhaulagiri, ils ont vu sa tente et ont découvert le dernier chapitre de l'histoire controversée de Chantal. Là, allongée sur le sol avec une nuque manifestement brisée, se trouvait Chantal avec son partenaire Sherpa à ses côtés. Une fin surprenante pour un personnage haut en couleur. La nouvelle du décès de Chantal s'est vite propagée dans le milieu de l'alpinisme, suscitant aussitôt des questions. Ang Chi-ring, pour sa part, n'avait aucune blessure ni dommage visible. C'était comme s'il s'était simplement endormi et ne s'était jamais réveillé. D'autre part, la tente elle-même était en grande partie intacte. Elle n'était même pas gravement endommagée, comme on pourrait s'y attendre si quelque chose d'assez puissant pour lui briser la nuque les avait frappés. Par exemple, au lieu d'une chute de pierres ou d'un séisme, Ed Wister a évoqué une intoxication au monoxyde de carbone. Bien que très dangereux, les alpinistes utilisent parfois des réchauds dans des tentes fermées lorsqu'il manque de chaleur et les fumées peuvent tuer silencieusement. C'est une erreur simple mais fatale, parfois faite par des alpinistes épuisés en altitude. Les amis de Chantal étaient outrés par de telles suggestions. Son ami Frédéric Delrue, qui a récupéré le corps de Chantal, a affirmé qu'une avalanche imprévisible était la seule explication. Elle a rejeté avec véhémence toute implication selon laquelle Chantal aurait été négligente ou imprudente, soulignant qu'après 18 ans d'expédition, Chantal prônait toujours la sécurité en montagne et n'utilisait jamais de réchaud dans une tente fermée.
La théorie d'aide n'expliquait pas non plus la nuque brisée de Chantal. Dans une lettre de soutien à son ami, Delru a déclaré « Chantal a participé à 18 expéditions, a pris part à des centaines d'ascensions célèbres à travers le monde et elle faisait de l'alpinisme depuis 18 ans. Pensez-vous que vous pouvez retourner 18 fois de suite aux plus hautes altitudes et participer à autant d'ascensions parmi les plus exigeantes en grimpant sans précaution ? Pensez-vous que Chantal et Tschirring, aussi expérimentés qu'ils étaient, ne savaient là pas qu'il fallait enlever l'excès de neige de la tente et qu'il ne fallait pas cuisiner à l'intérieur ? C'est une des premières choses que Chantal m'a apprises. Ses amis grimpeurs peuvent témoigner que Chantal était optimiste, aventureuse, forte et déterminée, mais son maître mot était la prudence. Les montagnes sont dangereuses et plus fortes que nous tous, cela doit être clair. Chantal a perdu la vie en suivant sa passion pour la haute altitude. Elle n'a pas commis d'erreur. Mais même si cela avait été le cas, il y a des choses plus importantes à retenir que cela. Lorsque les autorités françaises ont pratiqué une autopsie en France, elles ont confirmé que le cou de Chantal était brisé, mais n'ont pas pu prouver de manière définitive ce qui l'avait causé. La principale théorie officielle est qu'une petite avalanche a touché leur tente la nuit. Cette micro-avalanche, ou peut-être un bloc de glace tombant, était juste assez puissante pour frapper précisément l'endroit où Chantal dormait, lui brisant la nuque instantanément, tout en épargnant complètement Tschirring. La tente elle-même n'a pas été détruite parce que l'impact était tellement précis et concentré. De nombreux alpinistes ont eu du mal à accepter cette explication, mais faute de mieux, elle est devenue la version admise des faits. Chantal Mauruy, l'une des figures les plus controversées de l'alpinisme, était décédée d'une manière tout aussi controversée, une disparition aussi énigmatique que l'avait été sa vie. Qu'en pensez-vous vraiment ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Vous voulez soutenir la chaîne ? Rejoignez-nous pour des avantages exclusifs. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Restez audacieux et vivez avec courage.